BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Vous allez peut-être vous rendre au salon de la franchise expo. C'est à Paris, porte de Versailles ce week-end. Rendez-vous incontournable du secteur et raison pour laquelle nous avons décidé de dédier cette émission à cette forme de commerce. Dans cette émission, nous allons revenir sur la fermeture de nombreuses boutiques sous franchise, en particulier dans l'habillement. On va essayer de trouver où et pourquoi la mécanique s'est grippée. Et enfin, on se posera cette question. Quels sont les enjeux de ce modèle en 2024. Dans un instant, je reçois mes invités pour en parler. Christophe Gachin, il est directeur général du groupe Bertrand. Angélique Gascoin, PDG de l'Onglerie. Et notre experte cette semaine, c'est Emmanuelle Bourdin-Guilbert, directrice conseil d'Altavia Aura. On accueille tout de suite mon premier invité. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui. Le groupe Bertrand a été fondé en 1997 par Olivier Bertrand. L'activité est centrée sur l'hôtellerie et la restauration. Dans cette émission, nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'entité Bertrand Franchise qui a été créée en mars 2020. J'ai le plaisir d'accueillir à ce micro Christophe Gachin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du groupe Bertrand. À mes côtés également Emmanuelle Bourdin-Guilbert. Vous êtes directrice conseil d'Altavia Aura. Bienvenue à tous les deux. Alors j'ai mentionné à l'instant, la franchise expo, c'est ce week-end, vous y êtes, oui, avec vos 8 marques. C'est le job dating de l'année entre franchiseurs et aspirants franchisés. En tout cas, c'est un salon que tous les franchiseurs attendent, puisque c'est quand même le lieu de rendez-vous entre les franchiseurs et les franchisés. Et puis, ça va nous permettre, nous, en tant que franchiseurs, de pouvoir représenter et montrer nos 8 enseignes emblématiques et pouvoir expliquer les raisons pour lesquelles nous avons créé Bertrand Franchise. Alors, admettons, je suis intéressée, je viens à votre stand au salon. Quelle qualité première recherchez-vous chez un franchisé ? Alors, il n'y a pas forcément une qualité première, il y en a plusieurs. Mais et s'il fallait en citer une seule ? Alors, la passion. La passion déjà de la restauration et la passion du service client, puisque la restauration, c'est un magnifique métier au service des clients et notre souhait, c'est de satisfaire le plus grand nombre de consommateurs. Donc, ça serait la première qualité. D'autres qualités ? D'autres qualités, l'envie de diriger, d'être un opérateur, puisqu'en fait, lorsque vous exploitez un restaurant, vous avez un certain nombre de collaborateurs au sein de ce restaurant. Ça peut aller de 15 collaborateurs à 80 selon le format de l'enseigne. Donc c'est un opérateur qui aime manager, être un chef d'entreprise, parce que lorsque vous devenez franchisé, vous devenez chef d'entreprise de votre propre entreprise. Et justement, pourquoi me conseilleriez-vous de devenir franchisé en location-gérance ? Donc en gros, vous faites un contrat avec des indépendants qui vous reversent une redevance en échange de la marque, plutôt que de créer ma propre entreprise. Alors, en fait, ce n'est pas forcément de la location-gérance. C'est-à-dire qu'il y a 2 modèles dans la franchise. Vous pouvez avoir de la franchise sous forme de location-gérance ou alors de la franchise que nous appelons la franchise simple. Dans les 2 cas, en fait, nous concédons l'utilisation d'une marque. Donc, lorsque vous souhaitez devenir franchisé, vous pouvez être un salarié qui souhaitait vous reconvertir, vous pouvez être un chef d'entreprise, d'une TPE, d'une PME, et vous avez une volonté d'investir dans la restauration et dans un concept auquel vous pouvez vous identifier. Et donc ça, c'est une qualité indispensable. Et donc vous devenez chef d'entreprise parce que vous souhaitez exploiter votre restaurant sous la marque d'un franchiseur. Nous, en l'occurrence, Bertrand Franchise, aujourd'hui, c'est une plateforme unique en France, ça n'existe pas, puisqu'en fait, on regroupe 8 enseignes emblématiques, toutes complémentaires les unes aux autres, selon les modes de consommation et les types de clients. Alors, parmi ces enseignes, on les citera tout à l'heure, il y a Burger King. Et c'est vrai que le coût d'investissement au départ est quand même très élevé. Le franchisé, c'est vrai qu'il est certes formé, il est accompagné, il bénéficie de la structure, mais il paie quand même les redevances de franchise, le marketing. J'ai vu les frais de franchise pour Burger King, c'est 1 million d'euros quand même. L'investissement de départ est important. Alors, effectivement, lorsque vous voulez devenir franchisé d'une enseigne, la première chose, c'est déjà de vérifier que cette enseigne est emblématique et que du coup, il y aura du chiffre d'affaires important dans ce restaurant. Donc oui, l'investissement de départ peut sembler important, mais en fait, ce sont des enseignes qui génèrent un chiffre d'affaires suffisamment important pour leur permettre d'être rentables.
La différence, si vous voulez, c'est que vous avez votre investissement de départ et ensuite vous payez une redevance de marque et une redevance qui va directement à un fonds marketing que nous investissons pour le marketing national de cette enseigne. De chiffre d'affaires. Donc, alors, c'est pas un engagement de chiffre d'affaires. C'est le fait que l'enseigne soit suffisamment emblématique. Si vous prenez Burger King, ça reste quand même la deuxième enseigne au monde de burgers et également en France, puisque nous, on a signé le master franchise fin 2013. Nous sommes aujourd'hui en 2024. C'est plus de 530 restaurants. Donc, c'est une marque très très forte, très demandée par des candidats franchisés dont ils savent qu'il y aura finalement beaucoup de clients qui seront en demande de manger Burger King. Vous avez aussi Hippopotamus. Là aussi, l'investissement global est important, aux alentours de 2 millions d'euros. Vous avez parlé de rentabilité. À quel moment peut-on espérer gagner de l'argent? L'investissement n'est pas de 2 millions d'euros pour Hippopotamus, l'investissement global, ni pour toute autre enseigne. L'investissement, c'est bien inférieur à 2 millions d'euros, quel que soit nos Parce que si on calcule l'apport personnel, le droit d'entrée, les redevances, marketing et franchise, et l'emprunt bancaire. Oui, mais c'est pour ça que nous distinguons deux choses. Nous distinguons l'investissement de départ pour pouvoir ouvrir un restaurant et ensuite une redevance de marque que le franchisé verse au franchiseur, qui est assis sur le chiffre d'affaires du restaurant. Mais l'investissement de départ n'est pas de 2 millions d'euros, il est bien inférieur. Et ensuite, la rentabilité pour un franchisé, elle est assez importante, puisqu'elle est à 2 chiffres. Et donc le franchisé, à la fin, il a un retour sur investissement qui va être compris entre 3 à 5 ans par rapport au restaurant qu'il va ouvrir, en tout cas chez Bertrand Franchise. Donc au bout de combien de temps? Au bout de 3 à 5 ans, c'est ça? Ouais, absolument. Et vous proposez aussi une offre multi-enseigne, donc ça permet de protéger le franchisé quand une des enseignes va moins bien. Ses revenus se complètent, ça veut dire que vous faites un prix de gros pour un futur franchisé qui voudrait posséder plusieurs enseignes? Ça ne fonctionne pas comme ça. Le modèle de Bertrand Franchise, pourquoi je vous ai dit qu'il était unique en France? Parce qu'en fait, c'est un modèle de multi-enseigne et qui favorise et qui accélère le développement pour un franchisé. Donc ça permet à un franchisé d'avoir finalement plusieurs restaurants sous plusieurs enseignes de Bertrand Franchise et pour ce franchisé de pouvoir se développer et donc d'accélérer son développement localement. Et donc c'est un créateur d'entreprise et surtout c'est un créateur d'emplois. Et ensuite il va pouvoir proposer à ses clients, en fait, il va créer sa propre concurrence et donc faire ses parts de marché et il va pouvoir proposer à ses consommateurs une diversité dans les modes de consommation. Ça va passer par de la viande avec Hippopotamus, cela peut passer par du poisson avec Léon, cela peut ensuite aller vers de l'italien avec Volfoni et ainsi de suite. Et ça veut dire que l'investissement de départ est d'autant plus important pour un multi-franchisé? Alors, ce n'est pas l'investissement de départ, c'est-à-dire qu'il va faire des ouvertures en fonction d'un plan de développement. Et ensuite, il va investir à chaque ouverture de restaurant. Donc, ce n'est pas un investissement de départ, c'est un investissement associé à chaque ouverture de restaurant. D'accord. On a évoqué dans le sommaire la fermeture de nombreuses boutiques sous enseigne, en particulier dans le secteur de l'habillement. Comment ça se passe entre franchiseurs et franchisés dans le cadre d'une fermeture d'exploitation? Alors nous, on a cette chance en restauration, c'est que nous n'avons pas de fermeture de restaurant. Le retail... et notamment l'habillement, je suis moins expert dans ce domaine-là. Mais s'il devait y avoir une fermeture d'un restaurant, le franchisé, en l'occurrence, il est propriétaire de son fonds de commerce, c'est lui qui supporte la fermeture de son fonds de commerce. Et nous, en fait, on enlève l'enseigne qui représente notre marque. Mais est-ce qu'il bénéficie de quelconque garantie ? Qu'est-ce que vous voulez dire par des garanties? De garantie, de protection ou Alors, nous, c'est pas qu'il bénéficie de garantie. Nous, dans le parcours, en fait, d'un franchisé, nous l'accompagnons. Nous l'accompagnons jusqu'à l'ouverture, bien entendu, mais tout aussi la vie du franchisé. Nous sommes là pour l'accompagner et faire en sorte que ce franchisé puisse exploiter sereinement son restaurant. Maintenant, s'il devait y avoir une fermeture, on l'accompagne dans la fermeture, mais à un moment donné, s'il doit fermer, c'est que malheureusement, l'emplacement n'était pas forcément le bon pour lui, ou il n'a pas pu exploiter correctement son restaurant et donc pas avoir suffisamment de clients. Alors passons à vos marques. Il y en a 8
8 marques à la franchise. On peut les diviser en 3 catégories. Oui. Donc la restauration à table, Oui. avec Au Bureau, Volfoni, Hippopotamus qu'on vient de citer et Léon, la street food avec Pitaya et Itsu et la master franchise avec Burger King. J'aimerais qu'on s'arrête sur certaines de ces marques. Commençons par la master franchise Burger King, 532 adresses avec un chiffre d'affaires 2023 qui a doublé en 5 ans pour friser les 2 milliards. Cette enseigne sert un demi-million de personnes par jour. En fin d'année dernière, on a pu voir Wendy's, la chaîne de restauration rapide américaine, évoquer une tarification dynamique, donc de proposer des burgers qui seraient plus chers aux heures de pointe. Finalement, la marque, l'enseigne s'est rétractée, mais il semblerait que le sujet soit encore à l'étude pour 2025. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, à titre personnel, je n'y crois pas trop. Alors j'avais vu effectivement qu'ils avaient pensé à l'intelligence artificielle pour adapter le prix de leurs produits selon les heures, le midi, le soir, l'après-midi. Je ne suis pas certain que ce soit ça qui favorise la consommation. Je pense que ce qui va la favoriser, c'est la qualité de vos produits, c'est la qualité de votre carte, c'est la communication que vous allez pouvoir apporter à votre enseigne. Et si je prends Burger King, nous, en fait, nous sommes évidemment très sensibles au prix, puisque nous faisons attention à ce que les clients nous demandent, et on va plutôt sur une diversité de produits. À un moment donné, nous sommes allés sur une diversité vers le végétal, avec le veggie de chez Burger King, et c'est cela à laquelle on peut croire pour satisfaire les clients. Oui, le Aller Veggie King proposer que vous des proposez prix depuis différents 2021. selon les heures pleines, selon les heures creuses, je ne suis pas certain. En revanche, aller sur des gammes aussi tournées vers le snacking pour l'après-midi, ça, je pense que c'est vrai qu'on peut se demander, est-ce qu'il ne serait pas préférable de proposer des happy hours aux heures creuses plutôt que d'augmenter les tarifs en heures pleines ? Écoutez, je ne suis pas certain que ce soit forcément quelque chose qui soit apprécié par les consommateurs. Je pense surtout que ce soit la diversité des produits qu'on peut leur proposer qui soit plutôt sujet à satisfaction, parce que derrière, satisfait veut dire fidéliser, veut dire revenir. Et pour nous, c'est majeur de satisfaire nos clients. Merci Christophe Gachan. On va tout de suite passer au focus de la semaine. Et le focus cette semaine, c'est avec vous, Emmanuel. On parle de la franchise, un modèle économique qui prospère et qui progresse. Alors, qui prospère et qui progresse, c'est presque un peu insolent en termes de dynamique et de vitalité. On en a parlé, mais en l'occurrence, il n'y a pas que dans l'alimentation que c'est attractif et que ça donne envie de venir. Si on fait juste un focus justement sur 3 chiffres clés, c'est en termes de bons en avant de chiffre d'affaires plus 15%, ce qui équivaut à peu près à plus de 88 000 milliards d'euros. 92 132 points de vente et plus de 95 000 emplois directs et indirects. Donc ça donne envie d'y aller et de revenir avec des secteurs qui surperforment, en l'occurrence l'alimentation et tout ce qui est restauration rapide et snacking. On vient d'en parler aussi. Donc ça conforte effectivement cette attractivité pour les franchiseurs comme pour les franchisés, avec des nouvelles enseignes qui ont envie effectivement de se lancer dans la dynamique. En l'occurrence, l'enseigne Maison du Monde vient d'annoncer cette semaine sa volonté de rapatrier 30% de son réseau de points de vente en modèle justement de franchise pour pouvoir avoir un pilotage plus agile en local de son parc et de son offre. Alors qu'est-ce qui explique cette efficacité ? Alors, efficacité côté enseigne, je pense qu'on en a bien parlé sur la partie alimentation. Côté accessibilité, côté franchisé, c'est vrai que c'est un entrepreneuriat clé en main, de A à Z, avec un accompagnement qui ne se résume pas qu'au démarrage et à l'ouverture du point de vente. Le statut, forcément, est intéressant puisqu'on est commerçant indépendant. On profite d'un concept, d'un savoir-faire avec une certaine notoriété en général quand on choisit bien son enseigne. On a tous les bienfaits d'avoir la maîtrise du bien, d'être propriétaire et du chiffre d'affaires généré, en espérant qu'il soit au rendez-vous. Et voilà, il y a un certain nombre d'avantages comme ça qui permettent d'avoir envie de se lancer. Et puis en fonction des enseignes, voilà, il y a beaucoup de générosité également qui sont proposées. Un engagement sur le chiffre d'affaires, voilà, qui est consolidé, la garantie d'une exclusivité
fonction de certaines localisations, dans des petites communes ou dans des agglomérations. La mise à disposition également du matériel publicitaire, voilà, un certain nombre d'avantages. On peut citer, effectivement. On n'est pas abandonné, au contraire, on est largement accompagné. Merci beaucoup Emmanuel. On va entamer la deuxième partie de cette émission. On accueille sur ce plateau Angélique Gascoin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de l'Onglerie, donc ancienne multifranchisée qui est passée de l'autre côté. Donc vous êtes aujourd'hui PDG depuis octobre 2021. C'est vrai que votre parcours professionnel, je disais tout à l'heure, il ressemble un peu au rêve américain. Parce que vous êtes passé de l'autre côté, vous avez quand même Je suis très flattée, sincèrement, maintenant de là. Mais j'imagine que tout n'était pas parfait, parce que vous étiez multifranchisé pendant 17 ans, il n'y a jamais eu de galère? Alors non, j'ai jamais eu de galère, je ne pourrais pas dire ça. Maintenant, non, c'est une évolution. Qui a fermé ses portes? Comment ça? De galère comme de franchiseur qui a fermé ses portes, par exemple? Ah non, du tout. On peut pas, de galère, non, pas du tout. Mais moi, mon évolution, ça a été, d'évoluer au sein de cette marque qui était chère à mon cœur. Moi, j'ai démarré, en plus, j'avais 25 ans à l'époque. J'ai commencé par une boutique, 2 boutiques, jusqu'à 4 boutiques, jusqu'à 12 salariés. Et c'est vrai que l'idée d'évoluer en tant que chef d'entreprise, mais de passer un cap aussi, de se dire pourquoi pas racheter la tête de réseau. Et c'est comme ça que mon aventure a commencé en 2021. Voilà, donc vous avez commencé à 25 ans, vous n'étiez pas issu de ce milieu. Qu'est-ce que la franchise vous a apporté, qui vous a encouragé à vous lancer? Alors pas du tout, moi j'étais dans la comptabilité, dans la gestion, alors ce qui sert quand on est chef d'entreprise. Mais moi la franchise c'était une évidence dans le sens où, je rajoute un petit peu ce qui a été dit, c'est que on n'est jamais seul. Et ça, c'est très important quand on est chef d'entreprise. On est assez seul quand même au monde, même si on a des équipes autour de soi, c'est quand même très compliqué. Et donc, le fait de cette franchise, on accompagne nos franchisés et on les laisse jamais seuls. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui était très important pour moi. Et puis, évidemment, nous, c'est un métier très artisanal, donc il faut forcément une formation et une expertise par rapport à ce métier. Et ce que l'Onglerie me donnait et pouvait me donner la possibilité de me former à l'époque, c'est pour ça que je me suis dit que c'était une évidence pour moi de partir avec l'Onglerie. Donc vous avez été franchisé pendant 17 ans pour l'Onglerie. Comment on décide un jour d'acheter la franchise pour laquelle on travaille? Le franchiseur, vous voulez dire? Oui. Comme je vous dis, c'était une évidence, c'était vraiment une évidence pour moi de se dire, cette marque, je l'avais un peu dans la peau et je me voyais pas faire autre chose et surtout de ne pas avancer avec cette marque. Et surtout, j'avais envie de faire tellement de choses pour cette marque, parce que depuis 2 ans, j'ai réussi un petit peu à la redorer, on va dire, à refaire un petit peu de notoriété à cette marque qui était un peu vieillissante, puisque l'Onglerie existe depuis 40 ans. D'ailleurs, je fais juste une petite aparté, c'est que l'Onglerie, le mot Onglerie, en fait, a été créé en 1983 et déposé à l'NPI, en fait, depuis 1983. Donc c'est vrai qu'on a tendance à utiliser le mot Onglerie assez régulièrement, mais ça nous appartient. On va revenir à ce secteur. Christophe Gachan, vous êtes connu comme étant un visionnaire à l'heure à laquelle où les gens bougent de plus en plus, ils vont avoir besoin de se nourrir dans la mobilité. Qu'est-ce que vous voyez comme tendance gastronomique pour les prochaines années? Alors, Olivier Bertrand est un visionnaire. Le fondateur du groupe Bertrand est un visionnaire, un grand industriel de la restauration. Qu'est-ce qu'on peut voir comme mode de consommation dans les prochaines années? Probablement ce que l'on appellerait de la bonne consommation, c'est-à-dire avoir encore plus de produits français. Ça, je pense que tous les consommateurs le demandent et nous sommes très attentifs à ce que les produits viennent de France. Je pense aussi que les consommateurs demanderont à ce qu'il y ait moins de gaspillage alimentaire. C'est aussi un sujet très important, le gaspillage alimentaire dans la restauration, et sur lequel nous n'avons que des enseignes très engagées dans ce domaine-là. Et donc en mode de consommation, ça sera très divers. On voit qu'aujourd'hui, finalement, vous aimez aller consommer de l'italien, vous allez aller consommer de la viande, vous aimez consommer du japonais, vous aimez consommer ce que l'on appellerait du healthy, donc des légumes, vous aimez consommer d'une certaine façon du burger. Bref, il en faut pour tout le monde, et la part du végétal est aussi très importante. Et donc nous sommes très orientés, et je le disais tout à l'heure, sur la satisfaction client. Donc en fait, ce qui nous préoccupe, c'est d'écouter les clients. Et les clients demandent à bien manger avec un bon rapport qualité-prix. Et c'est ce qu'on offre en fait dans nos enseignes. C'est-à-dire justement la possibilité pour des clients de pouvoir voyager. Parce qu'en fait, je pense aussi que les clients demandent de plus en plus une expérience client. C'est-à-dire une expérience
aller au restaurant le midi, le soir ou l'après-midi, c'est vivre une expérience. C'est même pendant 1 heure, vous allez vivre une expérience et bien manger. Et ce qui explique l'émergence de certaines tendances, comme la street food, où on voit effectivement la nourriture devant les yeux, le nez des clients. Pitaya en est un exemple. Pitaya, finalement, c'est une enseigne leader dans la street food thaï. Et en fait, c'est quoi? C'est inspiré des restaurants dans les rues de Bangkok. On voit à Bangkok. Et quand vous allez chez Pitaya, vous vivez une expérience culinaire. Pourquoi? Parce que vous avez une cuisine qui est ouverte pour les clients et on fait cuire en fait les produits dans un wok. Donc finalement, vous vivez cette expérience, vous avez les saveurs et en plus c'est cuit devant vous. Donc derrière, vous pouvez manger un bon pad thaï chez Pitaya et vivre cette expérience pendant 30 minutes, 1 heure ou un peu plus. Vous avez l'impression d'être en Thaïlande. Et je pense que c'est ça que les clients demandent de plus en plus. Justement, ils le demandent de plus en plus. Est-ce que la street food pourrait à terme éclipser les fast-food et le restaurant traditionnel tel qu'on le connaît ? Non, je ne pense pas. En fait, il en faut pour tous les goûts, pour tout le monde. Donc en fait, c'est pas parce que vous allez faire du burger que ça va éclipser justement du pitaya, donc de la street food thaï, ou de la viande par Hippopotamus, ou de l'italien par Volfoni. Bien au contraire, les consommateurs veulent une diversité dans les produits alimentaires et ils veulent bien manger. Et donc je pense que d'ouvrir, et c'est bien pour ça qu'on a créé Bertrand Franchise pour la multi-enseigne, c'est de permettre à un franchisé de pouvoir finalement, dans un maillage local, capter tous les clients qui un jour viendront dans son restaurant Hippopotamus pour manger de la viande, le lendemain viendront dans son restaurant Volfoni pour manger italien, le surlendemain viendront dans son restaurant Pitaya pour manger de la street food thaï, et ainsi de suite. Voilà. Revenons à l'Onglerie. L'enseigne compte 115 franchisés en France. Vous ambitionnez d'être à la tête de 150 instituts en 2025. Alors c'est vrai que l'Onglerie a le vent en poupe. Vous prenez soin de 40 000 clientes et clients chaque mois. Qu'est-ce qui les fait revenir ? La qualité du travail déjà de nos techniciennes. Comme je vous disais tout à l'heure, on a un centre de formation et on a l'obligation de passer par le centre de formation dès qu'il y a une ouverture d'institut à l'Onglerie. Les produits aussi, très très important aussi. Sont fabriqués en France. Les vernis. Sur les vernis, oui. Sur nos produits à la vente, oui. Après, on est plutôt sur des marchés européens, enfin sur des usines européennes au niveau des produits professionnels. Mais on fait très très attention forcément à tout ça et surtout on suit les règles et les normes de la cosmétique, les normes européennes. Pourquoi la qualité de ce qui nous est appliqué sur les ongles n'est pas la même partout ? Non, malheureusement, non. C'est un métier qui est quand même... Le métier n'est pas soumis à certaines normes. Alors, si. Vous êtes censé respecter ces normes et vous êtes censé utiliser des produits aux règles européennes, mais malheureusement non, on a un métier qui n'est pas très encadré, on va dire, par le ministère public en fait de ce métier, puisqu'aujourd'hui toute technicienne peut s'installer sans forcément de diplôme et ni de connaissances sur ces produits-là. Et j'imagine que c'est aussi ce choix de vernis fabriqué en France pour qu'il soit soumis aux normes européennes. Mais c'est même pas, on se pose même pas la question. C'est tellement logique qu'il faut avoir des produits aux normes européennes et même aux normes françaises. Donc il n'y a même pas de question à se poser. On a parlé d'Hippopotamus tout à l'heure, Christophe Gachin. Cette enseigne, elle est en pleine transformation. Le nouveau concept steakhouse à la française devrait se retrouver partout d'ici la fin de l'année. Suite aux grandes difficultés de Courte Paille en 2023, donc une autre chaîne de viande et de grillade, 40% des restaurants ont été repris par le groupe La Boucherie. Le reste est passé à la trappe. Est-ce que vous pensez que Hippopotamus aurait pu connaître le même sort sans ce nouveau concept ? Alors, Hippopotamus aurait pu connaître ce même sort. Nous, on a racheté le groupe Flo, dans lequel il y avait Hippopotamus en 2017. Et on a rénové, on a créé un nouveau concept de steakhouse à la française, basé sur l'art de vivre à la française. Parce qu'en fait, on a remis Hippopotamus dans son ADN, qui était en fait un steakhouse. Et donc, on a fait notre première ouverture, c'était en décembre 2017 à Paris. Et ça a été un formidable succès. Alors oui, c'est vrai, finalement nous sommes en 2024, on va terminer cette année à passer tout notre parc de restaurants en steakhouse à la française. Bon, il y a eu la période Covid qu'on a tous connue. Néanmoins, on a, grâce à notamment Philippe Herry, le directeur général d'Hippopotamus, et à toutes ses équipes, on a quand même su transformer plus d'une centaine de restaurants sous le concept steakhouse à la française, très orienté sur la viande bien entendu, sourcée en France, très important. Et donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a à peu près 105 restaurants
dont la totalité sera totalement sous le nouveau concept steakhouse à la française d'ici la fin de l'année. Et c'est vrai que ces restaurants transformés connaissent une hausse moyenne de 25% du chiffre d'affaires, ce qui semble confirmer... Oui, parce que nous avons remis Hippopotamus, finalement, où était Hippopotamus. C'est une enseigne intergénérationnelle. Tout le monde connaît Hippopotamus, tout le monde y est allé, ou alors sa famille y est allée. Et donc nous, ce que nous avons fait, c'est qu'on a finalement fait évoluer ce concept de manière totalement authentique et cosy, mais tourné autour de l'art de vivre à la française, tourné autour de la viande. Donc oui, je pense que les consommateurs ont vu justement un concept ressurgir d'une certaine façon. Et puis, en même temps, la viande, on la consomme moins à domicile, on la consomme plus hors domicile. Merci Christophe. On va passer aux chiffres de la semaine. Et pour le chiffre de la semaine, on va parler de la toute petite place occupée par les acteurs du prêt-à-porter au salon Franchise Expo. Exactement, 2%. Ça en dit long sur les turbulences rencontrées par ce secteur. Donc, grand absent du salon, à l'inverse de l'alimentaire qui va peser cette année plus de 38% de l'offre. Donc, c'est un quasi-monopole, on va dire. Donc, c'est une grande absence qui est en écho avec les chiffres un peu inquiétants du secteur de la mode. Aujourd'hui, on est sur une baisse du chiffre d'affaires de 11%. On a 17% de fréquentation en moins dans les magasins et 11% de fermeture de magasins dans le pays. Donc c'est assez largement effectivement inquiétant. C'est justifié par la liquidation et les fermetures de grandes enseignes un peu emblématiques comme Camaïeu, Koukaï, Sam Marina, etc. C'est également justifié par la place énorme et fondamentale que représente la vente en ligne aujourd'hui, qui sur 3 ans a fait un boom de 80% dans tout ce qui est achat de vêtements et de chaussures. Et puis après, malheureusement, de toute façon, on a l'inflation qui pèse depuis quelques temps et donc les Français sont plus vigilants à leurs dépenses. Donc tout ça au détriment effectivement du secteur de la mode. Merci beaucoup Emmanuel, merci à tous les trois d'être venus animer cette émission avec moi. Et c'est vrai, ce qu'on peut retenir, que l'on soit patron de sa propre entreprise ou franchisé, je pense que le plus important, c'est ce que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est la passion qui reste moteur de réussite. Merci à tous, à très vite.